Dans les archives oubliées d'un ancien hospice rural fermé en 1936, au fond d'un placard verrouillé que personne n'avait ouvert depuis des décennies, les historiens ont retrouvé un ensemble de rapports médicaux rédigés entre 1907 et 1912, tous marqués par une même anomalie. La présence d'une jeune femme admise sous le nom de Madeleine R, dont les caractéristiques ne correspondaient à aucune pathologie connue de l'époque. Selon les documents, elle fut déposée à la porte de l'hospice par un cocher inconnu par une froide matinée d'octobre 1907, sans explication, sans bagage, sans papier, simplement enveloppée dans un manteau trop grand pour elle. Et dès le premier instant, les infirmières remarquèrent quelque chose de singulier. Elle ne parlait pas un son, pas une syllabe, pas même un murmure. Et pourtant, malgré ce silence absolu, tous ceux qui l'approchaient affirmaient l'entendre, non pas de manière sonore, mais comme une pensée qui traversait l'esprit sans qu'on puisse dire si elle venait de l'intérieur ou de l'extérieur. Les premières notes du médecin-chef de l'époque, le docteur Renier, décrivent une femme aux traits calmes, presque trop calmes, avec un regard fixe mais jamais agressif. Et surtout cette étrange impression qu'elle répondait aux questions sans ouvrir la bouche, par une forme d'écho mental que Renier tenta d'abord d'attribuer à une suggestion inconsciente. Mais dès les premiers jours, les phénomènes devinrent trop cohérents pour être considérés comme de simples coïncidences. Lorsqu'une infirmière lui demandait si elle avait froid, Madeleine levait les yeux et immédiatement, l'infirmière ressentait une impression nette, comme un mot qui s'imposait silencieusement, un non ou un oui précis, sans voix, sans son, mais absolument clair. Plusieurs soignants notèrent que lorsqu'il formulait mentalement une question, sans la prononcer, Madeleine tournait parfois la tête avant même qu'ils n'aient achevé leur pensée, comme si elle percevait, non pas les mots, mais l'intention. Rapidement, l'hospice se divisa entre ceux qui croyaient à une forme d'hypersensibilité et ceux qui, plus superstitieux, murmuraient qu'elle parlait sans parler, qu'elle touchait l'esprit. Un autre détail étonna le personnel. Malgré son mutisme, tous avaient l'impression de connaître sa voix, comme si chacun imaginait distinctement un timbre particulier, doux et calme, qui semblait s'adresser à lui seul. Le docteur Renier mena plusieurs expériences rudimentaires, demandant au personnel de noter ce qu'ils avaient entendu mentalement au contact de Madeleine, et les résultats, aujourd'hui encore conservés dans les dossiers, montrent un phénomène troublant. Parmi 10 personnes différentes, 8 percevaient exactement les mêmes paroles à la même seconde alors que rien n'était prononcé. Pourtant, un élément encore plus étrange commença à apparaître au fil des semaines. Ce que les infirmières entendaient n'était pas toujours une réponse à une question, mais parfois une émotion, une image, un souvenir fugace, comme si la jeune femme transmettait des fragments d'elle-même ou de ce qu'elle percevait autour d'elle. L'une d'elles affirma avoir ressenti une sensation de forêt humide et de vent froid en posant une main sur l'épaule de Madeleine alors que la scène se déroulait en plein été. Une autre raconta qu'en changeant les draps du lit de la patiente, elle avait soudain eu la vision très nette d'une chambre inconnue, aux murs sombres, éclairée par une seule bougie. Renier, méthodique, tenta de comprendre si Madeleine faisait cela volontairement ou si le phénomène était incontrôlable. Mais les rapports montrent qu'elle semblait aussi surprise que les autres lorsque ces transmissions se produisaient. En décembre 1907, un événement marqua profondément le personnel. Le vieil administrateur de l'hospice, un homme taciturne, convint qu'il avait entendu Madeleine dire son prénom d'une manière si claire qu'il en avait sursauté. Et pourtant, sa bouche n'avait pas bougé. Il écrivit dans un billet privé retrouvé des années plus tard, « C'est comme si elle parlait depuis l'air lui-même, ou depuis l'endroit exact où se forme la pensée. » Malgré son silence, Madeleine se montrait douce, obéissante, jamais violente, mais une présence constante semblait entourer ses gestes. Lorsqu'elle entrait dans un couloir, certaines lampes vacillaient brièvement comme si une variation d'air les touchait, et lorsqu'elle restait assise près de la fenêtre, plusieurs infirmières rapportaient une sensation étrange, un vertige léger comme si le temps ralentissait pendant une seconde.
Le phénomène atteignit un point inquiétant lorsque Renier nota dans un rapport daté de janvier 1908 que certains patients affirmaient l'entendre parler alors qu'elle se trouvait dans une autre pièce, voire à un autre étage, comme si la distance physique n'avait aucune importance sur la voix qu'ils percevaient. Un homme atteint de pneumonie écrivit qu'il avait discuté avec elle toute une nuit dans son esprit alors qu'elle n'avait jamais quitté sa chambre. Lorsqu'on l'informa de cela, Madeleine baissa les yeux, comme embarrassée, et Renier nota qu'elle semblait capable de ressentir ce que les autres disaient d'elle, même lorsqu'ils ne le formulaient pas à voix haute. Il tenta de la questionner par écrit, mais elle ne prit jamais le crayon, se contentant de le regarder avec une douceur qui le désarmait, et chaque fois une impression s'imposait dans son esprit « Je ne peux pas ». Toujours la même formulation, claire et ferme. Au printemps 1908, un dernier détail commence à émerger dans les rapports. Certains membres du personnel affirmaient non seulement entendre sa voix, mais parfois une deuxième, plus faible, impossible à décrire, comme une sorte d'écho déformé qui semblait suivre le premier message. Renier, inquiet, nota « Ce n'est pas elle, quelque chose accompagne sa parole silencieuse ». Une phrase qui restera incompréhensible pendant des années. C'est à partir de cet instant que l'histoire bascule réellement. Car ce que l'hospice allait découvrir ensuite ne concernait pas seulement Madeleine, mais ce qui semblait se déplacer à travers elle. Au début de l'année 1908, lorsque le docteur Renier commença à examiner plus attentivement ce qu'il appelait les transmissions involontaires de Madeleine, l'atmosphère de l'hospice se modifia subtilement, comme si la présence silencieuse de la jeune femme agissait sur l'environnement d'une manière que personne n'avait prévue. Les infirmières, d'abord sceptiques, se surprirent à marcher plus doucement dans le couloir menant à sa chambre, non pas par peur, mais par une forme de respect instinctif, comme si elles pressentaient que le moindre bruit risquait de perturber une réalité fragile se déployant autour d'elles. Renier nota que le simple fait d'entrer dans sa chambre créait souvent une sensation étrange, difficile à décrire, une impression de calme dense, presque trop dense, comme si l'air avait une consistance différente, un poids discret sur la peau. Certains soignants rapportèrent même qu'en franchissant le seuil, ils avaient eu l'impression que leurs pensées ralentissaient, devenaient plus claires ou, au contraire, plus confuses, comme si une présence invisible modulait leur état intérieur sans intervenir directement. L'un d'eux affirma avoir oublié pourquoi il était entré, avant de se souvenir brusquement de tout d'un seul bloc, comme si sa pensée avait été reconfigurée. Malgré ces phénomènes, Madeleine ne manifestait aucun signe d'agitation ou d'agressivité. Elle restait le plus souvent assise près de la fenêtre, les mains croisées sur ses genoux, observant la cour avec une attention presque méditative. Et ceux qui l'observaient de loin avaient parfois l'impression qu'elle écoutait quelque chose que personne d'autre n'entendait. Une sorte de murmure silencieux venu de très loin. Ce fut en février que Renier décida de mener une série d'expériences plus rigoureuses. Il demanda à plusieurs infirmières de formuler mentalement une phrase simple, en présence de Madeleine, puis de noter précisément ce qu'elles avaient cru recevoir intérieurement. Les résultats furent troublants. Dans la majorité des cas, Madeleine semblait non seulement percevoir l'intention, mais aussi la reformuler légèrement, comme si sa manière de parler sans parler transformait les pensées des autres en un message plus concis, plus limpide. Renier écrivit « Elle n'imite pas la pensée, elle la clarifie ». Ce détail éveilla sa curiosité scientifique, mais aussi une inquiétude profonde, car une telle capacité, si elle était réelle, dépassait tout ce que l'on connaissait de la cognition humaine à l'époque. Pourtant, un phénomène encore plus étrange commença à se manifester peu après. Certaines personnes affirmaient entendre la voix de Madeleine alors qu'elle ne se trouvait pas dans la même pièce qu'elle, voire alors qu'elle s'éloignait du bâtiment. Une infirmière raconta qu'en traversant la cour pour rentrer chez elle, elle avait soudain ressenti une phrase nette « Ne pars pas seule », sans pouvoir expliquer pourquoi elle l'avait interprétée comme provenant de Madeleine. Renier tenta d'étudier ce phénomène à distance, mais il devint vite évident que Madeleine ne contrôlait pas ce qui se produisait.
Lorsqu'il la questionnait par le regard, elle répondait parfois par une impression douce, « Je ne sais pas », qui semblait confirmer qu'elle n'était que le vecteur, pas l'origine. C'est alors qu'apparut un élément nouveau dans les témoignages. Ce que plusieurs soignants prirent pour une deuxième voix, un écho plus faible, plus indistinct, qui semblait suivre certaines pensées transmises, comme une ombre sonore glissant derrière la première impression. Régnier, perplexe, nota « Certains entendent une réplique affaiblie, comme un double mal formé du message principal. Ce n'est pas elle, c'est autre chose. » Les semaines suivantes confirmèrent cette intuition. Alors que la voix de Madeleine se manifestait toujours de manière claire et directe, l'écho, lui, surgissait de façon irrégulière, jamais au même moment, jamais pour les mêmes personnes, et surtout, il semblait ne contenir aucun message intelligible. Seulement une présence, une sensation de proximité dérangeante, comme si quelqu'un ou quelque chose se tenait juste derrière la pensée principale, à la limite de la perception. Plusieurs infirmières cessèrent de vouloir approcher Madeleine après avoir entendu cet écho, affirmant qu'il donnait l'impression d'une conscience confuse, incapable de se formuler, mais résolue à exister. En mars, un événement déterminant survint. Un enfant, admis pour une blessure légère, affirma que lorsqu'il avait croisé le regard de Madeleine dans le couloir, il avait senti deux personnes lui parler en même temps, une douce et calme, l'autre lourde, comme un souffle qui n'arrive pas à devenir une parole. Régnier tenta de vérifier ce témoignage, mais l'enfant fut incapable de répéter l'expérience. Cependant, l'idée que Madeleine n'était pas entièrement seule dans son mutisme commença à s'imposer dans l'esprit du médecin. Il se demandait s'il était possible que la jeune femme abrite, volontairement ou non, une forme d'empathie extrême, une capacité à absorber les pensées des autres. Mais cela n'expliquait ni les visions fugaces rapportées par certaines infirmières, ni l'écho étrange, ni les variations subtiles de l'air dans sa chambre. Un soir de juin, alors qu'il consultait les dossiers tard dans la nuit, Régnier écrivit une phrase qui, rétrospectivement, semble annoncer tout ce qui allait suivre. « Lorsque je suis près d'elle, j'ai parfois l'impression qu'elle n'est pas seulement silencieuse, mais qu'elle retient quelque chose de plus silencieux encore qu'elle. » Il ne savait toujours pas que cette phrase serait reprise mot à mot par un autre médecin venu rouvrir l'hospice après sa fermeture. Car l'histoire de Madeleine, loin de s'arrêter à son mutisme, allait à l'itant bientôt révéler ce que personne, ni Régnier, ni le personnel n'avaient osé imaginer. Que l'écho n'était pas un phénomène secondaire, mais peut-être ce qui se manifestait depuis le début. Une présence qui utilisait le silence de Madeleine comme passage. Lorsque l'été 1908 s'installa sur l'hospice, apportant avec lui une chaleur lourde et des journées interminables, le comportement de Madeleine commença à évoluer d'une manière que le personnel, pourtant habitué depuis des mois à ses particularités, ne parvint pas à comprendre. Si son mutisme restait absolu, son regard, lui, semblait devenir plus pénétrant, non pas vif ou perçant, mais attentif d'une manière presque anormale, comme s'il observait des choses que les autres ne voyaient pas ou n'étaient pas censés voir. Plusieurs infirmières racontèrent qu'en entrant dans sa chambre, elles avaient eu le sentiment que Madeleine savait déjà ce qu'elles allaient faire avant qu'elle ne bouge, comme si chaque geste, chaque intention était perçue avant même d'être exécutée. Régnier nota que la jeune femme réagissait plus fortement à certaines personnes, non pas par des mouvements, mais par de légers changements d'atmosphère. Lorsqu'une infirmière particulièrement anxieuse entrait, l'air devenait plus lourd. Lorsqu'un enfant approchait, au contraire, il semblait s'alléger.
Cette modulation subtile renforçait l'idée que Madeleine possédait une forme de sensibilité non conventionnelle, non pas un simple don, mais une capacité à ressentir la structure émotionnelle d'une pièce, une manière de lire l'espace intérieur des autres. Pourtant, ce n'était pas cela qui inquiétait le plus Régnier. Depuis plusieurs semaines, les témoignages concernant l'écho se faisaient plus nombreux, plus précis, plus troublants. Certains soignants affirmaient l'entendre même en quittant l'hospice, comme une présence qui les suivait quelques secondes avant de disparaître brusquement, laissant derrière elle un malaise difficile à expliquer. Une infirmière raconta que pendant qu'elle accompagnait un patient au jardin, elle avait perçu fugacement quelque chose comme une question murmurée juste derrière son oreille. Une question sans mots, sans forme linguistique, mais d'une insistance dérangeante, comme un souffle mental qui cherchait à trouver un passage. Un autre membre du personnel affirma que pendant qu'il rangeait des médicaments, il avait senti deux intentions différentes se superposer dans son esprit. L'une douce, calme, reconnaissable comme venant de Madeleine, et l'autre plus sombre, plus pesante, comme si elle tentait d'imiter la première sans y parvenir. Régnier, en lisant ces rapports, comprit que l'écho n'était pas seulement un parasite perceptif, mais une entité distincte, une présence qui se manifestait à travers le silence de Madeleine, mais ne lui appartenait pas réellement. Il nota dans son journal « L'écho n'est pas un doublon de sa pensée, mais une pensée étrangère, mal articulée, cherchant une forme. » Plus les semaines passaient, plus cette conclusion semblait s'imposer. Cependant, Régnier n'osa pas partager ses hypothèses avec le reste du personnel, de peur de provoquer une panique, car certains soignants commençaient déjà à éviter la chambre de Madeleine au crépuscule, moment où, selon eux, l'atmosphère de la pièce devenait plus dense, comme si une présence invisible circulait lentement dans l'air. À la fin de l'été, un incident marqua un tournant dans l'histoire de l'hospice. Une jeune infirmière, Jeanne, s'évanouit en plein service après avoir affirmé qu'en passant devant la chambre de Madeleine, elle avait perçu fugacement quelque chose comme une question murmurée juste derrière son oreille, une question sans mots, sans forme linguistique, mais d'une insistance dérangeante, comme un souffle mental qui cherchait à trouver un passage. Régnier, inquiet, tenta de rationaliser l'incident comme un simple malaise, mais lorsqu'il interrogea Jeanne quelques heures plus tard, elle décrivit la sensation d'une manière si précise qu'il comprit immédiatement qu'elle avait ressenti l'écho et non pas la voix douce de Madeleine. Elle expliqua que l'espace d'une seconde, elle avait entendu une intention brute comme un message incomplet, un vouloir être sans forme verbale, et que ce contact fugatif avait provoqué chez elle un vertige violent. Régnier prit alors une décision radicale. Il déplaça Madeleine dans une chambre plus éloignée des autres patients et réduisit les interactions du personnel à l'essentiel, espérant limiter les manifestations de l'écho. Mais cet isolement ne fit qu'accentuer les phénomènes. Ceux qui passaient dans le couloir adjacent affirmaient ressentir une fluctuation inexplicable dans l'air, comme une pulsation silencieuse, et certains rapportaient des rêves étranges où une présence indéfinissable essayait de parler à travers un mur ou une paroi invisible. Le médecin, notant scrupuleusement chaque détail, devint de plus en plus obsédé par l'idée que l'écho cherchait une forme stable, une manière de s'ancrer dans la perception humaine, comme si le silence de Madeleine lui servait de canal, mais ne lui suffisait plus. Il écrivit « L'écho semble apprendre, ou du moins chercher à se définir. Il ne disparaît pas, il attend.
À l'automne, la situation atteignit un point critique lorsqu'un patient âgé souffrant de troubles cardiaques mais parfaitement lucide déclara avoir entendu la voix de Madeleine dans son sommeil, accompagnée d'une seconde présence plus pesante, qui tentait d'imiter la première. Le patient décrivait cette seconde voix comme une tentative ratée, une sorte de parole fracturée, sans structure, mais étrangement insistante. Lorsque Régnier tenta de questionner Madeleine à ce sujet, il sentit, pour la première fois, que la jeune femme avait peur. Son regard habituellement calme semblait fuyant, comme s'il percevait elle aussi la présence croissante de ce qui l'accompagnait. Le médecin réalisa alors que Madeleine n'était pas seulement un vecteur, mais peut-être une victime involontaire d'un phénomène qui la dépassait. C'est dans cette atmosphère d'attente, de tension presque palpable, que survint un événement qui bouleversa l'hospice. Un soir d'octobre 1908, alors que Régnier faisait sa ronde habituelle, il trouva Madeleine debout dans sa chambre pour la première fois depuis son arrivée, immobile, les yeux fixés vers un coin sombre où rien n'était visible, et soudain, sans une fanne, sans un mot, il ressentit dans son esprit une phrase qu'elle ne lui avait jamais adressée auparavant. « Ce n'est pas moi que vous devez craindre ». À l'instant même où il perçut ces mots silencieux, un souffle glacial traversa la pièce, si subtil qu'il aurait pu le confondre avec un courant d'air. Mais il sut que ce n'était pas un, car il y avait cette fois quelque chose d'autre dans la chambre, quelque chose que Madeleine regardait, mais que Régnier ne pouvait pas voir. Après cette nuit d'octobre 1908, où Madeleine, pour la première fois, a transmis au docteur Régnier une phrase contenant un avertissement explicite, l'atmosphère de l'hospice se modifia d'une manière si subtile, mais si constante, que même les plus sceptiques commencèrent à reconnaître que quelque chose échappait à toute explication rationnelle. Dès le lendemain, plusieurs infirmières notèrent que le couloir menant à la chambre de Madeleine semblait plus silencieux qu'à l'ordinaire. Non pas le silence banal que l'on attend dans un établissement médical, mais un silence dense, presque vibrant, comme si les sons se retenaient eux-mêmes avant d'exister. Certaines décrivirent une impression d'espace courbé, comme si l'air se repliait légèrement autour d'un point invisible. Et l'une d'elles écrivit dans un rapport que la pièce semblait écouter, une formulation étrange que Régnier préféra d'abord attribuer à la fatigue, mais qui revint dans plusieurs témoignages au cours des semaines suivantes. Lui-même, lorsqu'il entrait dans la chambre, ressentait une tension étrange, comme si une présence attentive se situait juste au-delà de la limite de son champ de vision, à un endroit précis du mur où aucune ombre n'était pourtant projetée. Il tentait de se raisonner, mais une phrase de Madeleine revenait constamment dans son esprit. « Ce n'est pas moi que vous devez craindre ». Et plus il la répétait, plus il avait l'impression qu'elle était adressée non seulement à lui, mais à l'hospice entier. Au fil des jours, l'écho, qui avait jusqu'alors manifesté sa présence de manière irrégulière, commença à se structurer légèrement, comme si quelque chose apprenait en observant les interactions humaines. Plusieurs soignants rapportèrent que, lorsqu'ils entendaient la voix de Madeleine dans leur esprit, un frémissement indistinct suivait parfois, non plus un soufflimorphe, mais une tentative maladroite de produire une intention, comme une pensée étrangère cherchant désespérément à se formuler. Régnier, analysant les descriptions, nota que cet écho semblait de plus en plus proche, non seulement dans l'espace mental des soignants, mais également dans l'atmosphère physique de la pièce. La température semblait varier légèrement, les lampes vibraient faiblement et certains objets, comme une chaise ou un rideau, paraissaient avoir bougé de quelques centimètres d'un jour à l'autre sans que personne ne les ait touchés. Mais le phénomène le plus étrange se produisit un soir de novembre, lorsqu'une infirmière, en changeant les draps du lit de Madeleine, sentit soudain une impression précise. Une question non formulée, un « Qui es-tu ?», si puissant qu'elle en lâcha les draps. Persuadée que ce message provenait de Madeleine, elle la regarda,
Mais la jeune femme semblait tout aussi surprise et même légèrement effrayée, ce qui conduisit Régnier à conclure que l'écho commençait désormais à interagir directement, sans passer par elle. Dans son journal, il écrivit « L'écho se distingue, il cherche à comprendre, ou peut-être à être compris ». Peu après, l'hospice fut secoué par un événement qui marqua un tournant. Un patient âgé, réputé lucide malgré sa faiblesse physique, demanda à voir Régnier en urgence, affirmant qu'il devait lui parler d'un rêve qu'il avait fait. En réalité, il ne s'agissait pas d'un rêve, mais d'une expérience qu'il décrivit comme une visitation silencieuse. Dans son lit, entre deux sommeils, il avait perçu Madeleine debout près de lui, calme, immobile, mais juste derrière elle, il avait senti une seconde présence, impossible à définir, une sorte de contour perceptible, sans forme, qui semblait observer la scène à travers elle. Le patient précisa qu'il n'avait jamais eu peur de Madeleine, mais que cette présence derrière elle l'avait glacé d'effroi, non pas pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle cherchait. Lorsqu'il tenta de se redresser, il sentit un poids dans l'air, comme si la pièce était devenue soudain trop petite pour contenir deux consciences. Régnier, troublé, tenta de démêler ce que le patient avait réellement perçu, mais celui-ci, affaibli, mourut 2 jours après d'une cause naturelle. Pourtant, son témoignage resta gravé dans l'esprit du médecin, car il semblait confirmer ce qu'il soupçonnait depuis plusieurs semaines. L'écho n'y mettait pas Madeleine, il se tenait derrière elle, comme un reflet mal formé qui attendait de pouvoir s'aligner. Les jours suivants, Régnier surveilla attentivement la chambre, cherchant des indices, et remarqua que Madeleine, qui jusqu'alors observait souvent par la fenêtre, refusait désormais de tourner son regard vers un coin précis de la pièce, comme si elle craignait de croiser quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Un soir, alors qu'il restait près d'elle plus longtemps que prévu, Régnier tenta d'établir un dialogue silencieux, l'interrogeant mentalement « Qu'est-ce qui est avec toi ?» Il sentit alors une impression immédiate, nette, mais chargée de tristesse. « Je ne sais pas, mais c'est ancien, et cela veut être entendu. » À cet instant, le médecin eut l'impression que l'air derrière lui vibrait faiblement, comme si une intention cherchait à se frayer un chemin à travers la réalité. Il se retourna brusquement, mais ne vit rien. Et pourtant, il sut que l'écho avait essayé, pour la première fois, de se manifester à lui directement. Après cet épisode, les phénomènes devinrent plus fréquents. Certains soignants affirmaient entendre des bribes d'intention en passant devant la chambre. D'autres sentaient une pression légère dans les épaules, comme si une présence invisible tentait de pousser ou détourner l'attention. Une infirmière raconta qu'en passant près de la porte, elle avait ressenti une pensée qui ne ressemblait ni à la sienne ni à celle de Madeleine, une pensée qui n'avait pas de forme, mais une direction, une volonté pure, sans langage. À mesure que cette présence s'affirmait, Régnier sentit qu'il devait comprendre ce que l'écho cherchait réellement. Il consulta à nouveau les carnets de ses prédécesseurs et découvrit que plusieurs années avant Madeleine, l'hospice avait brièvement accueilli un enfant présentant un mutisme identique, accompagné de phénomènes mentaux similaires, bien que beaucoup plus faibles. Cet enfant, selon les archives, avait disparu mystérieusement après seulement 2 semaines, sans explication, et l'unique phrase laissée dans le dossier par le médecin de l'époque était « Il est parti quand l'autre s'est approché ». Régnier, en lisant ces mots, sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. L'autre, ce terme revenait dans plusieurs notes, comme un élément récurrent que personne n'avait jamais défini clairement. À partir de ce moment, il comprit que l'histoire de Madeleine n'était pas la première manifestation du phénomène, mais simplement la plus aboutie, la plus forte, la plus visible. Un soir de décembre, alors qu'il restait seul dans la chambre avec elle, une lampe vacilla brusquement, et dans cette seconde de pénombre fugace, il eut la certitude absolue qu'une silhouette se tenait entre lui et la porte, pas une forme humaine, pas une présence définie, mais quelque chose qui occupait l'espace de manière intentionnelle. Quand la lumière revint, la pièce était vide, mais Madeleine, pâle, tremblante, transmit une seule pensée « Il se rapproche ». Régnier comprit alors que l'écho ne cherchait pas seulement à communiquer, il cherchait un point d'ancrage, et que Madeleine, malgré elle, était devenue ce point. Les premiers jours de janvier 1909 furent parmi les plus étranges que l'hospice ait jamais connus,
car ce qui jusque-là n'avait été qu'une série d'impressions, d'échos et de phénomènes diffus, commença à se solidifier d'une manière lente mais incontestable, comme si la présence qui accompagnait Madeleine trouvait peu à peu sa place dans les interstices du réel. Renier, qui dormait désormais à peine, notait chaque événement avec une précision presque obsessionnelle, persuadé qu'il se trouvait devant un phénomène unique, un phénomène qui, s'il n'était pas compris à temps, prendrait une ampleur qu'il ne parviendrait plus à contenir. Il observa d'abord que les transmissions de Madeleine devenaient moins régulières, comme si quelque chose la fatiguait intensément. Ses pensées silencieuses, habituellement claires, semblaient parfois hésitantes, brouillées, comme si une seconde intention interférait au moment où elle tentait de parler. À plusieurs reprises, Renier perçut une phrase tronquée, dont la fin se dissolvait dans ce qu'il identifiait comme l'écho, donnant l'impression que deux consciences tentaient de s'exprimer simultanément à travers le même passage. Certains soignants rapportèrent même que lorsqu'il s'adressait mentalement à Madeleine, il recevait d'abord une réponse douce, familière, puis immédiatement après, une sensation de distorsion, une sorte de réverbération déformée, comme si une autre présence essayait d'imiter ces transmissions sans comprendre pleinement le langage intérieur qu'elle utilisait. L'une des infirmières décrivit cette sensation comme une pensée qui essaye de marcher mais ne sait pas comment placer ses pieds. Renier, analysant ces descriptions, comprit que l'écho n'était plus simplement un phénomène passif. Il apprenait, ou du moins il tentait de reproduire la structure de la communication humaine, sans parvenir à en saisir la logique profonde. À mesure que les jours passaient, cette tentative maladroite devint plus insistante. Certains membres du personnel entendirent des intentions plus fortes, non plus de simples souffles mentaux, mais quelque chose qui ressemblait à des fragments de mots, des pré-mots, comme si une forme inconnue cherchait laborieusement à se façonner dans leur esprit. Ce qui inquiétait davantage Renier, toutefois, était l'effet physique que la présence commençait à produire. Plusieurs infirmières affirmaient que lorsqu'elles entraient dans la chambre de Madeleine, elles ressentaient une pression légère mais constante dans la poitrine, comme si l'air y était trop dense. D'autres rapportaient des maux de tête passagers, des vertiges ou la sensation d'être observées depuis un point fixe de la pièce. Un point que tout identifiait différemment, comme si la présence ne se situait jamais exactement au même endroit. Renier lui-même eut une expérience troublante un soir où, en prenant des notes, il sentit soudain une variation rapide de température derrière lui, accompagnée d'une impression pure d'intention, une intention qui ne contenait aucun message, mais seulement une direction, approcher. Lorsqu'il se retourna, Madeleine le regardait avec une inquiétude qu'il ne lui avait jamais vue auparavant, et il sut qu'elle avait perçu la même chose. Ce fut à ce moment que le médecin Renier décida de consulter des archives plus anciennes, espérant trouver dans l'histoire de l'hospice un précédent qui pourrait l'aider à comprendre ce qu'il vivait. Il fouilla pendant plusieurs nuits les documents datant de 1874 jusqu'à découvrir une série de rapports rédigés en 1874 par un médecin nommé Dupré, qui décrivait un enfant muet présentant des phénomènes mentaux similaires, bien que beaucoup plus faibles. La note la plus inquiétante de Dupré était une phrase isolée. « Lorsqu'il se tait, quelque chose derrière lui tente de parler. » Renier sentit son estomac se nouer. Le schéma se répétait, comme si le phénomène apparaissait de manière cyclique, cherchant un hôte suffisamment réceptif pour s'exprimer. En lisant plus loin, il découvrit que l'enfant avait disparu mystérieusement, sans aucune trace, une nuit où l'hospice avait été plongé dans l'obscurité à cause d'une tempête. Les soignants de l'époque avaient affirmé que le couloir adjacent à sa chambre semblait respirer, comme si une présence invisible se déplaçait lentement, et l'une des infirmières avait écrit que la chambre était si froide qu'elle avait l'impression que quelque chose attendait. Ces témoignages, bien qu'anciens, correspondaient de manière troublante au phénomène que Renier vivait. Il comprit que Madeleine n'était pas simplement une patiente exceptionnelle, mais la nouvelle interface d'un phénomène ancien qui cherchait, génération après génération, à prendre forme. Les jours suivants, Renier redoubla de précautions, mais malgré tous ses efforts, l'écho devint plus intrusif. Une nuit, il fut réveillé par une impression si forte qu'elle sembla résonner physiquement dans son crâne, une intention lourde comme un appel.
Il se leva en sursaut, traversa le couloir et trouva la chambre de Madeleine ouverte, la jeune femme assise au sol, tremblante, les yeux fixés sur un coin obscur. Lorsqu'il entra, il sentit immédiatement une pression dans l'air, comme si une présence invisible occupait la pièce avec une volonté claire mais incohérente. Il tenta de parler mentalement à Madeleine, mais au lieu de recevoir sa voix silencieuse habituelle, il perçut une succession d'impressions confuses, comme si sa pensée était submergée par une seconde conscience, désordonnée, brutale, qui tentait de se superposer à celle-ci. Madeleine, dans un effort visible, réussit à lui transmettre une phrase « Il veut exister !» avant de s'effondrer d'épuisement. Il la porta sur son lit, et tandis qu'il veillait sur elle, il sentit une dernière intention sourde venue d'un point derrière lui. Une intention qui n'était pas encore un mot. Presque. Ce fut à ce moment que Renier comprit que l'écho ne cherchait pas simplement à être écouté. Il cherchait une forme, un ancrage, une présence stable dans le monde, et que Madeleine, affaiblie par des mois de transmission silencieuse, n'était plus capable de le contenir seule. Lorsque le mois de février 1909 s'installa, froid et immobile, l'hospice semblait vivre dans une attente tendue, comme si chaque mur, chaque couloir, chaque fenêtre retenait son souffle dans la crainte de ce qui allait se produire. Renier dormait à peine, hanté par les impressions qu'il percevait de plus en plus clairement, car l'écho, désormais, ne se contentait plus d'imiter maladroitement la pensée de Madeleine. Il tentait de se manifester à travers les autres, cherchant chez chacun un point d'entrée, une fissure psychique, un espace mental suffisamment fragile pour y glisser sa présence. Plusieurs soignants rapportèrent des phénomènes troublants. Une infirmière raconta qu'en apportant un repas, elle avait senti une pensée étrangère essayer de se superposer à la sienne, comme une pression douce mais obstinée poussant de l'intérieur, tandis qu'un autre affirma avoir entendu son propre nom dans son esprit, prononcé d'une manière hésitante, comme si quelqu'un essayait, pour la première fois, d'utiliser une voix. Renier, en observant Madeleine, comprenait qu'elle luttait silencieusement contre une fatigue croissante. Ses transmissions étaient de plus en plus faibles, presque effacées, et chaque fois qu'elle tentait de parler silencieusement, une seconde intention apparaissait derrière la première, comme une ombre mentale, cherchant à se synchroniser avec elle. Un matin, alors qu'il l'examinait, elle réussit à lui transmettre une impression très claire. Il devient lourd. Et Renier comprit que l'écho gagnait en densité, pas dans le sens physique, mais dans la manière d'occuper la pensée, comme si une présence jusqu'alors abstraite essayait progressivement d'acquérir une forme stable. Les jours suivants confirmèrent cette progression. La température de la chambre semblait varier comme une respiration. Certains objets vibraient faiblement lorsqu'on les touchait, et une nuit, un infirmier affirma avoir vu une silhouette imprécise se tenir près du lit de Madeleine. Une silhouette floue, à peine perceptible, mais suffisamment présente pour provoquer chez lui un vertige. Renier tenta de garder les phénomènes secrets, mais l'hospice tout entier ressentait la tension grandissante et certaines infirmières demandaient à ne plus travailler dans l'aile où se trouvait la jeune femme. Il devint évident que le phénomène atteignait un seuil, comme si une limite invisible était sur le point de céder. Ce fut dans la nuit du 12 février que tout bascula. Une tempête violente éclata, plongeant brièvement l'hospice dans l'obscurité. Et au moment exact où les lumières s'éteignirent, Renier ressentit une intention si forte qu'il en perdit l'équilibre. Une intention pure, brute, non formulée, mais dirigée vers un seul objectif, entrer. Il se précipita vers la chambre de Madeleine, poussé par une impulsion qu'il n'aurait su expliquer, et trouva la porte entr'ouverte, la jeune femme debout au milieu de la pièce, immobile, comme transcendée par une présence invisible. L'air autour d'elle semblait vibrer, non pas physiquement, mais mentalement, comme si la pièce contenait deux consciences superposées, l'une fragile et humaine, l'autre vaste, inachevée, cherchant à s'aligner sur la première. Renier tenta de l'approcher, mais une impression d'opposition,
douce mais inflexible, se dressa mentalement devant lui, comme si quelque chose lui interdisait de faire un pas de plus. Il appela mentalement Madeleine, sentant sa propre pensée se heurter à une résistance nouvelle, une masse mentale qui n'était ni hostile ni bienveillante, mais simplement déterminée à prendre forme. Puis brusquement, il reçut une phrase si nette qu'il en eut le souffle coupé. Il ne peut plus rester dans l'ombre. Une seconde plus tard, une intention plus lourde, plus profonde, tentait de se superposer, mais le mot ne se forma pas. Madeleine, elle, chancela, comme écrasée par la présence qui tentait de s'adosser à la sienne. Renier comprit alors que la limite était en train de céder. L'écho, après des mois d'imitation maladroite, tentait de se stabiliser dans la conscience humaine, et que Madeleine, affaiblie, risquait de devenir l'ancrage définitif de cette présence inconnue. Sans réfléchir, Renier s'avança malgré la résistance mentale, posa une main sur l'épaule de la jeune femme et sentit immédiatement la présence se replier légèrement, comme surprise par ce contact inattendu. Une seconde intention confuse se propagea dans son esprit, pas une phrase, mais une sensation d'incertitude, presque de désorientation, et ce bref moment suffit à Madeleine pour transmettre sa dernière pensée avec clarté. Il faut qu'il me perde. Il comprit à ce qu'il l'appelait personne, peut-être à lui Renier. Tant que la présence resterait alignée à Madeleine, elle continuerait à se renforcer. Il fallait briser le canal. Alors, avec une urgence qu'il ne s'était jamais connue, il ouvrit grand la fenêtre malgré le vent violent, saisit Madeleine par les bras et l'attira vers la lumière extérieure. Au même instant, il sentit derrière lui une intention puissante, furieuse, qui tentait de s'accrocher, de s'ancrer, mais la tempête semblait disperser quelque chose dans l'air, comme si la présence perdait de sa cohésion en s'exposant à un espace plus vaste. Madeleine, épuisée, s'effondra dans ses bras, et Renier sentit la pression mentale se dissoudre lentement, puis disparaître complètement, comme une vague qui se retire. Lorsque les lumières revinrent, la pièce était vide de toute tension, et l'air, pour la première fois depuis des mois, semblait parfaitement normal. Mais Madeleine, elle, ne transmit plus jamais la moindre pensée. Son regard était revenu à un silence complet, mais ce silence n'avait plus la profondeur inquiète d'autrefois. Il était simplement humain. Les semaines suivantes confirmèrent que l'écho avait disparu, dissipé, ou peut-être incapable de se maintenir sans un hôte sensible. Renier, soulagé, mais profondément marqué, garda pour lui la véritable version des événements. Dans son dernier rapport, il écrivit seulement « Le phénomène s'est éteint ». Mais dans un carnet privé, il ajouta une phrase que personne ne retrouva avant la fermeture de l'hospice en 1936. Ce n'était pas une voix, c'était une naissance manquée. Et je prie que ce qui cherchait à prendre forme ne trouve jamais un autre canal. Ce fut la dernière mention de l'écho dans toute l'histoire de l'hospice. Pourtant, selon certains témoignages recueillis des décennies plus tard, il arriva que des visiteurs disent ressentir, en passant dans l'ancien corridor de l'aile Est, une légère pression dans l'air, comme une pensée qui cherche encore, doucement, patiemment, un endroit où exister.